Salut, c'est Anne Orteris. Aujourd'hui, je suis accompagnée par, je te laisse te présenter, Clémence, mon cas chez moi. Voilà, en fait, on est dans le cadre du certificat de coaching ici à l'Université catholique de Louvain. Et Clémence est médecin pneumologue. Elle est venue faire un certificat en coaching. Et donc, moi, je suis formatrice dans le cadre du certificat et j'anime la journée. Et donc, Clémence, je lui ai dit que j'allais tourner une vidéo. Et je lui ai dit, bah, tiens, Clémence, en fait, est-ce que par hasard, tu aurais une thématique, un sujet que tu aurais envie d'aborder? Et donc, on est tombé sur le sujet de... Blessure de l'abandon. Ouais, c'est ça, blessure d'abandon. Oui. Et donc, tu avais une question et je me disais que c'était vraiment hyper intéressant de le partager avec vous tous sur cette chaîne parce que Clémence n'est pas la première à me poser la question, qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées aussi par les 5 blessures de l'âme. Et donc, c'était quoi ta question, dis-moi? D'abord, la question, c'était de savoir à partir de quand on parle de blessure d'abandon, en fait. Ouais. Ça, c'est déjà une question qui est super intéressante et ça pose toute la question de la thématique des blessures. Alors moi, j'ai envie de te répondre. Le terme de blessure, pour moi, c'est un terme qui est assez connoté parce que la difficulté avec le terme de blessure, c'est que c'est un petit peu comme si c'était hyper grave, que c'était quasi irréversible. Toi qui es médecin, tu vois, dans le domaine médical, on parle aussi de blessure. Alors que pour moi, c'est vraiment une question de déséquilibre. Tu vois, c'est pas juste quelque chose qui est gravissime, c'est quelque chose qui est en déséquilibre et qu'il suffit, entre guillemets, de rééquilibrer. Et donc, si tu rééquilibres ça, un petit peu, moi je parle toujours de nettoyage de blessures, parce que pour moi, c'est comme si tu enlevais ce qui bloque, tu enlèves un peu comme une plaie, tu enlèves ce qui va empêcher la blessure de se réparer, et ça va se faire tout seul, en fait, quelque part. Une fois que tu as enlevé tout ce qui était blocage, ben voilà. Donc, à partir de quand on parle de blessure, moi, je dirais à partir du moment où ça pique. Où ça fait mal. Où ça fait mal, voilà. Ouais, voilà. Et donc, je trouve que quelque part, dans l'imaginaire, le terme blessure, c'est assez intéressant de l'utiliser parce qu'il y a une question de douleur. Et donc, ta question, c'était quoi? Alors, j'ai compris. Par rapport, en tout cas, à ma vie personnelle, je voulais juste apprendre plus à propos des dépendances affectionnelles. Et ça, justement, par rapport à la personne qui se sent abandonnée, qui a toujours besoin de cette affection, qui a toujours besoin qu'on s'occupe de lui, enfin, qu'on lui fasse... C'est pas nécessairement qu'elle en demande, mais elle souffre de manquer ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est vraiment, tu mets les mots juste dessus, c'est vraiment, quand on a une blessure d'abandon, on va se sentir en manque d'attention, en manque d'affection, en manque de reconnaissance, et on va avoir besoin encore, un peu comme une addiction, tu vois, il te faut ton fixe, il te faut ta dose. Et en fait, tu vas voir que quand on est dans ce genre de blessure, c'est difficilement contrôlable. Alors, il y a quelque chose dont on discutait là tantôt, juste avant qu'on en parle. Tu m'expliquais que tu sentais que tu avais besoin de donner. Oui. Et en fait, dans le mécanisme de la blessure d'abandon, souvent, on donne, mais on donne pour recevoir. Oui, on s'attend à recevoir, même si c'est tout petit. C'est ça. Et on a l'impression qu'on ne peut pas arrêter de donner parce que sinon, on n'aura plus le retour, même si c'est petit. Même si c'est 3 miettes, oui. Tu vas donner beaucoup pour avoir 3 miettes. Et après, tu vas dire, mais je ne reçois pas autant que j'ai donné, donc ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal, ouais. Voilà, c'est ça. Ça nourrit cette blessure, en fait. Ça nourrit cette blessure. Et donc, ce qui est hyper intéressant, et là, je vais répondre à une question que j'avais eue dans la communauté qui était, mais est-ce que, Anne, tu peux parler de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire face à une personne qui est justement dans cette blessure d'abandon? Comment est-ce qu'il ne faut pas agir face à ces personnes pour nourrir la blessure? Et donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ça? La première chose, sachant que c'est déjà très douloureux et que la personne vient chez toi en état de manque et donc en état de douleur, de souffrance intense, le premier truc que je t'invite à ne pas faire, c'est à ne pas laisser la personne dans le vide. Il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures de rejet, qui se trouvent face à des personnes qui ont une blessure d'abandon et qui vont ne pas répondre à des messages, qui ne vont pas donner suite à des rencontres, qui ne vont pas prendre en considération la personne. Et ça, c'est hyper douloureux. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que tu vas te retrouver seul avec ton vide, seul avec ton manque et en plus sans explication. Oui.
Et donc, le souci, c'est que ça va renforcer encore 10 fois plus la blessure. Donc, si tu veux avoir la paix et que c'est pour ça que tu es en train de ghoster la personne, l'idée, c'est quand même de ne pas la laisser sans information, de ne pas la laisser sans message, parce que déjà, c'est pas du tout respectueux, parce que ça blesse encore 10 fois plus la personne, mais qu'en plus, tu vas agrandir son manque, et donc elle va revenir chez toi, mais encore 10 fois plus vite. 10 fois plus demandeur. Voilà, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'aimes? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me donnes des messages? Et donc, on va agrandir le manque, mais de manière drastique. Donc, à l'envers, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'il faut lui dire à la personne? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Donc, l'idée, c'est de pouvoir lui dire que c'est de trop pour toi. Parce que c'est vrai que, c'est ce qu'on se disait là tout de suite, quand la personne est en demande comme ça, quand elle est dans cette blessure d'abandon, qu'elle est là en disant « s'il te plaît, donne-moi, donne-moi, donne-moi », ben, ça peut être hyper envahissant. Et donc, c'est juste lui dire « écoute, là, moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, ou bien ça ne me convient pas sous cette forme-là, mais mettre des mots dessus. » Et si tu n'arrives pas tout de suite à mettre des mots dessus, c'est au moins pouvoir lui dire « écoute, laisse-moi juste un peu d'espace, je reviens vers toi, mais tu reviens vraiment à ce moment-là. » Et de pouvoir lui demander de l'espace pour avoir le temps de pouvoir lui expliquer les choses correctement et de lui expliquer les choses. Alors là, je rebondis par rapport, ça c'est par rapport à la personne qui vient à la demande. Oui. Mais comment, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'elle puisse justement surpasser cette blessure et ne plus être demandeuse autant? Qu'est-ce qu'elle doit faire personnellement pour grandir, Qu'est-ce qu'elle doit faire pour grandir? Alors en fait, ce qui se passe, et je vais répondre du coup aux deux questions en même temps, c'est le sacré challenge de la vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse dépasser cette blessure? C'est ne plus alimenter ce puissant fond de manque et lui donner, lui donner, lui donner. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui a une blessure d'abandon, elle va avoir l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas assez, que quelque part, elle n'a pas en elle les ressources pour pouvoir s'en sortir seule. Et donc, elle vient quelque part chercher chez les autres ces ressources, que ce soit des ressources en termes d'amour, d'argent, de temps, d'énergie, voilà, d'affection, parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas y arriver seule. Et c'est en partie vrai, parce qu'elle n'a jamais vraiment appris à le faire. Ou pas complètement, ou pas de manière suffisamment nourrissante pour que ça se passe bien. Et donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par rapport à cette personne? C'est lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de compliments, et quand elle demande, quand elle vient chez toi en état de demande, c'est lui donner quelque part ce qu'elle demande. Par contre, ce que tu peux faire pour l'aider, c'est l'aider à trouver en elle ses propres ressources. Et donc, tu vas voir qu'une personne qui vient avec cet état de manque, elle va par exemple avoir, j'essaie de retrouver ici des paroles qu'elle peut avoir. Tu as une parole qui vient en tête quand on est Mais oui, personne ne m'aime, personne ne J'adore. Merci. Personne ne prend soin de moi. Voilà, j'ai juste envie de parler. C'est juste une minute, juste un petit. Voilà. Donc et là, on sent, tu vois, on sent le truc. Non, mais une minute, s'il te plaît, vas-y, donne-moi juste une minute. Je demande une miette. Tu vois, c'est génial parce que là, tu le fais extrêmement bien. Donc en fait, ici, on va jouer le rôle. Et ce que je pourrais dire à ce moment-là, c'est, écoute, là maintenant, j'ai pas de temps pour toi, ok? Et je suis sûre qu'à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir trouver des ressources pour pouvoir patienter le temps, que moi je prenne du temps pour moi, et que toi, tu puisses à ce moment-là trouver quelque chose qui te fasse plaisir, trouve quelque chose qui te met en joie, kiffe. Mais je suis sûre que tu es capable de kiffer seule. Là, tu n'as pas besoin de moi pour kiffer, tu vois? Mais tout à l'heure, je t'appelle, on prend rendez-vous pour se voir à un moment et passer un vrai moment ensemble. Parce que là, si je passe un moment avec toi, ça va pas être un moment de qualité. Moi, je suis déjà ailleurs, j'ai un truc à faire. Donc, tu vois, là, je coupe en fait. Je coupe, mais je coupe de manière respectueuse. Je lui dis pas, non, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Ou bien, je lui dis pas, oh ouais, je te rappelle. Hein. Je le rappelle jamais. Donc ça, c'est à pas faire. Mais c'est vraiment, je t'invite à prendre soin de toi, à prendre du temps pour toi, à t'occuper de toi, parce que ça, c'est important, tu vois. Et je lui dis qu'elle n'a pas besoin de moi pour ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est le cas. C'est le cas. Tu vois. Mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Elle le voit pas. Et souvent, donc, si on revient sur la blessure, sur la cause, en tout cas, c'est vrai qu'en médecine, on aime bien trouver la cause. Voilà. Si on parle de la cause, en fait, ces personnes-là...
ils ont peut-être entendu beaucoup de négatifs sur eux-mêmes. Exactement. Et donc, ils n'ont pas assez d'estime de soi. Ils ne pensent pas que peut-être tout seuls, ils peuvent s'en sortir. Quels sont des mots à leur dire, justement, pour pouvoir se relever, pour comprendre que, voilà, ils ont aussi de la valeur. Oui. Parce que c'est vrai que si eux donnent beaucoup, oui. C'est aussi quelque part qu'ils ne se donnent pas. Exactement. Ils ne se donnent pas assez. Donc, tu vois la difficulté. Et effectivement, c'est vraiment un déficit de se donner à soi. Mais le problème, c'est que si on donne de l'extérieur, au moment où la personne s'y attend, au moment où la personne, elle vient chercher ça, on renforce la blessure. Donc moi, ce que je t'invite à ne pas faire, et ça c'est la troisième astuce, c'est que quand elle vient en état de manque, ne lui donne pas à ce moment-là. Mais par contre, donne-lui à des moments où elle ne s'y attend pas. Donne-lui à des moments où elle va faire quelque chose que tu vas pouvoir lui reconnaître comme étant vraiment quelque chose de chouette, et à ce moment-là, tu vas lui donner. C'est-à-dire quand elle n'est pas en état de manque, quand elle est déjà en état de plein. Et dans ces moments où elle est en état de manque, où quelque part, elle va te donner potentiellement pour que tu puisses lui donner sous une autre forme, lui rendre sous une autre forme, et bien à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, c'est la remercier juste. Tu prends, tu remercies et tu donnes en différé. Ah oui. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est de l'inviter à se donner à elle-même. Et tu vas voir qu'elle va avoir du mal à lâcher cette personne. Elle ne va pas te lâcher comme ça. Elle va attendre que tu lui donnes, mais c'est vraiment important de donner en différé à des moments où elle ne s'y attend pas. Parce qu'à ce moment-là, ça va être vraiment un don qui ne va pas répondre à la blessure. Tu vois ? Donc si je donne un exemple concret, ça pourrait être... je sais pas, est-ce qu'on va partir d'un exemple, est-ce que tu pourrais me trouver une phrase qui pourrait être de l'ordre de s'il te plaît, donne-moi. C'est un peu insinueux parce que justement, enfin en tout cas moi dans mon vécu, je ne m'exprimais pas dans ce sens-là, mais c'était ça que je voulais. Eh ben, par exemple, on le fait en versant détourné. Ouais, voilà, donc je vais essayer de trouver des phrases genre est-ce que s'il te plaît, ça te dérange pas dimanche qu'on puisse passer un moment ensemble, ou désolé de déranger, mais en fait, voilà, c'est assez déguisé. Hein, c'est complètement déguisé. C'est assez déguisé. Ouais. C'est genre, désolé de te prendre du temps, mais en fait, je voulais t'expliquer que je suis pas bien. Est-ce que... Voilà. Sans le truc où on s'insinue. Ouais, voilà, parce que aussi, de peur d'être abandonné, de peur qu'on va nous rejeter, il y a aussi cette manière de... Enfin, c'est comme si on touche la blessure, on ne peut pas être franc, on ne peut pas dire, voilà, franchement, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se voit. Non, c'est aussi assez déguisé, donc c'est très difficile. Et je trouve que la personne, justement, ne se rend pas compte à quel point c'est dur pour la personne. Tout à fait. Parce qu'en fait, la personne dit, mais tu ne m'as jamais rien demandé, tu m'as juste demandé si ça ne me dérangeait pas. Alors que l'autre reste assez blessé, justement, parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Et donc, c'est genre, voilà, alors moi, je me souviens, à ce moment-là, ce que je faisais, c'était de donner, d'envoyer des bons messages, donner quelque chose. Tu vas être sympa. Voilà, très sympa, trop gentil. Je vais être trop gentil, je vais être trop sympa. Et en échange, et là, tu sens le truc là-bas. Et donc, je pense que la personne aussi qui aide doit aussi se rendre compte, en fait, parce que des fois, ce n'est pas vraiment explicitement. Tout à fait. C'est pas donne-moi, non, c'est des petits gestes un peu bizarres où quelqu'un est trop gentil, en fait. Voilà, et donc c'est difficile aussi de détecter ce syndrome, je pense. Quand même. Alors, effectivement, et c'est bien que tu l'amènes comme ça, parce qu'en fait, c'est le côté trop gentil qui peut mettre la puce à l'oreille. Et si la personne est trop gentille, ce que tu peux faire, c'est lui dire, ok, est-ce que tu as quelque chose à me demander? Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur? Si tu as quelque chose à me demander, fais-moi une vraie demande. Donc, quelque part, invite la personne à être claire, invite la personne à se dévoiler, parce que fonctionner avec masque, c'est compliqué. Alors, moi, il y a aussi une autre chose que j'ai découvert, c'est que l'histoire de la personne, dans l'histoire de la personne, il y a eu des abandons, des rejets, par rapport aux parents, aux frères ou même aux amis. Et peut-être que le fait de relever ça peut l'aider, parce que moi, en tout cas, pour pouvoir m'en sortir, c'est parce que j'ai compris, en fait, pourquoi j'étais comme ça. C'est parce que c'est peut-être des paroles que j'ai entendues et j'ai pris le temps de les rejeter, comme on a vu, de les rejeter et de me dire non, je suis capable, je peux y arriver toute seule. Et donc c'est ça je pense qu'il faut aussi motiver la personne en lui disant que
par rapport à ce qu'elle aurait entendu ou par rapport à son vécu, que quand même elle peut encore s'en sortir parce que c'est des personnes qui n'ont pas d'outils en fait. En fait, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment inviter la personne à trouver des ressources. Mais super prudent avec ça. Si tu n'es pas coach, si tu n'es pas psy, je te déconseille de le faire. Et même si tu es coach ou psy, ne le fais pas avec quelqu'un de ton entourage. Parce qu'en fait, là, on vient dans le sauvetage de la personne. Si tu ne connais pas les jeux de pouvoir, je t'invite à regarder sur la chaîne. Je te mets ici en lien une vidéo sur le syndrome du sauveur. Ne pars pas là-dedans parce que du coup, tu vas encore renforcer la personne. Par contre, un programme comme le programme Reconnexion dont je vais te parler la semaine prochaine, on y arrive, tu vas entendre des témoignages des personnes qui sont passées dedans, puisque je l'ai dit là tout à l'heure, je propose un programme. Un programme comme ça te permet de prendre conscience effectivement des blessures, de pouvoir les nettoyer. Alors l'intérêt de nettoyer une blessure, c'est que tu vas avoir accès à une version de toi qui a ces outils, qui a ces ressources, qui peut s'en sortir. Parce que le problème, c'est que quand on a une blessure d'abandon, et qu'on va chercher des petits bouts à gauche, à droite, des petits bouts d'informations. Parce que ça aussi, quand on a une blessure d'abandon, on a un petit peu de mal quand même à faire une demande d'aide, à pouvoir se dire que je ne dois pas forcément y arriver toute seule uniquement, je peux aussi le faire avec de l'aide. Et donc en fait, comme tu dis, on manque d'outils. On ne sait pas par où prendre le truc. Et donc clairement, là c'est une solution. Sinon tu peux aller voir un thérapeute, tu peux aller voir un psychologue et ça, clairement, ça va t'aider. Ouais. Moi, je vais juste rajouter une dernière chose. Comme on fait ça souvent en médecine aussi, reconnaître ce qu'on a, le diagnostic de ce qu'on souffre, en fait, ça, c'est le premier pas vers la guérison. Tout à fait, la prise mais de conscience. c'est vrai qu'il faut aussi trouver des personnes qui sont capables d'aider. Exactement. Et c'est souvent ce genre de problèmes, de soucis, de blessures, des choses qu'on cache. Et donc, le fait de ne pas en parler, de ne pas trouver des personnes, des psychologues ou des coachs qui peuvent nous orienter, en fait, fait que ça reste longtemps. Et on veut en faire notre identité, alors que finalement, on peut changer. On peut changer, on peut changer assez rapidement, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, ici, le programme, il dure 90 jours. 90 jours, donc c'est assez rapide et tu as déjà des outils. Après, l'intégration prend un petit peu plus de temps et c'est pour ça qu'il y a un groupe privé Facebook qui accompagne le programme. Mais au moins les bases, tu les as. Alors Clémence, un tout grand merci. Il y a quelque chose que vous ne savez pas et que moi j'ai découvert, mais il y a juste 10 minutes. C'est que Clémence a aussi une chaîne YouTube. Oui. Comment l'univers est bien fait, franchement. Alors raconte ta chaîne YouTube, elle parle de quoi ? Alors, c'est aussi l'accompagnement. C'est aussi l'accompagnement de passer, en tout cas, pour pouvoir atteindre ces rêves qui sont ancrés en nous et qu'on ne sait pas vraiment comment faire. Mais voilà, donc moi, je fais 1 ou 2 fois par semaine des commentaires par rapport à ce que je vis. J'adore. Dans mon vécu, voilà. Incroyable. Voilà. Une collègue, je ne savais pas. Et du coup... c'est nouveau, mais vous aurez le lien. Mais ouais, je vous mets le lien dans la description. Donc, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Merci Clémence, tout grand merci, franchement. Je suis contente de cet entretien. Mais ouais, franchement, ça s'est improvisé comme ça. Oui. Là, je vais reprendre le certificat. Comme tu vois, le décor est un peu différent aujourd'hui. Et donc, voilà, terminer la journée ensemble. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!